Elle a hérité d'un vieux tracteur. 6 ans plus tard, son domaine rapportait des millions. Elle était accroupie au sol, les mains noires de graisse, essayant de comprendre pourquoi le moteur du tracteur ne démarrait pas quand il est arrivé par le rang de vignes sèches et a dit qu'il partait. Pas pour Bordeaux, pas pour un rapide voyage d'affaires. Parti pour de bon. Les valises prêtes, la tête décidée, et une femme en robe grise qui attendait de l'autre côté du portail, les talons s'enfonçant dans la terre desséchée comme si elle ignorait qu'elle foulait un endroit que quelqu'un avait construit avec des années de vie. Isabelle ne s'est pas relevée tout de suite. Elle est restée là, la main posée sur la carrosserie rouillée, regardant son mari comme s'il avait parlé une langue qu'elle devait traduire. Julien portait un costume, une chose qu'elle ne voyait presque plus, la cravate desserrée et les chaussures cirées qu'il ne mettait que lorsqu'il allait à des réunions à Bordeaux. Et à cet instant, en regardant ses chaussures propres au milieu de la poussière, elle a compris que cette conversation n'avait pas commencé là. Elle avait commencé bien plus tôt, dans des silences qu'elle avait choisi de ne pas entendre. « Garde le domaine », a-t-il dit, avec un calme qui faisait plus mal que n'importe quel cri. « Je ne veux plus rien de tout ça. » Et il s'en est allé, côte à côte avec cette femme blonde, tous deux marchant au milieu des rangs de vignes mortes, en direction du tracteur vert flambant neuf que Julien avait acheté l'année précédente, avec l'argent qui était encore au nom des deux. Le tracteur vert est parti, le mari est parti, et Isabelle est restée là, accroupie à côté d'un tracteur rouillé qui démarrait à peine, au milieu d'une terre qui ne produisait presque plus rien depuis 2 ans. Elle avait 42 ans ce jour-là, les cheveux bruns attachés sans grand soin, la chemise rouge tachée d'huile, les mains qui connaissaient chaque pièce de cette vieille machine mieux qu'elle n'avait connu son propre mari ces derniers temps, et la terre tout autour, sèche comme un os, les vignes mortes s'étendant à perte de vue. Personne qui serait passé par là à ce moment-là n'aurait parié un centime sur elle. Mais je vais vous raconter ce qui s'est passé au cours des 6 années suivantes, et j'ai besoin que vous fassiez attention à chaque détail, parce que dans cette histoire, les choses ne sont pas ce qu'elles paraissent au premier regard. Isabelle est née sur ces terres. Son père, M. Gérard, avait planté les premiers plants de vignes quand elle avait 7 ans, et elle se souvenait de l'odeur de cette terre mouillée après la pluie, comme on se souvient de l'odeur de sa mère. Elle a grandi entre les rangs de vignes, a appris à lire le ciel avant d'apprendre à lire un livre, et quand elle a rencontré Julien à la fête des vendanges, elle a cru avoir trouvé quelqu'un qui aimait tout cela autant qu'elle. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'elle se rende compte qu'elle s'était trompée. Julien aimait l'idée d'être propriétaire d'un domaine. Il aimait le titre, l'histoire qu'il pouvait raconter lors des réunions. Mais le vrai travail, la sueur, les nuits blanches à réparer l'équipement cassé, les saisons de sécheresse qui éprouvaient la foi de n'importe qui, tout cela, il l'a peu à peu laissé à Isabelle, comme quelqu'un qui dépose son fardeau le long d'un long chemin. Et elle l'a porté, parce que c'était à elle, parce que c'était l'héritage de son père, parce qu'elle ne savait pas vivre ailleurs. Monsieur Gérard était parti 2 ans avant que Julien ne s'en aille, laissant le domaine divisé sur le papier entre sa fille et son gendre. Et c'est là que tout a empiré. Sans le beau-père à proximité, Julien a perdu le dernier fil de respect qu'il entretenait encore pour ce lieu. Les décisions sont peu à peu tombées entre ses mains, les mauvais investissements se sont accumulés, et quand la sécheresse a frappé la région pendant 2 saisons consécutives, le domaine est tombé dans un trou dont Isabelle essayait encore de comprendre comment sortir. Et puis, il est parti, avec le tracteur neuf, avec le compte qu'ils avaient économisé ensemble, avec l'associé d'affaires qu'il disait n'être qu'une simple connaissance, mais qui portait des talons hauts au milieu des champs de blé, comme quelqu'un qui savait déjà qu'elle n'allait pas rester longtemps là. Écoute, il y a un type d'abandon qui est physique. La personne disparaît, s'en va, disparaît du quotidien. Et il y a un type d'abandon qui est antérieur à celui-là, c'est quand la personne est encore là, mais que tu as déjà perdu l'accès à elle. Isabelle avait subi le deuxième type pendant des années. Le premier, ce jour-là, a presque semblé être un soulagement, presque. Elle est restée plantée à côté du vieux tracteur jusqu'à ce que le soleil commence à descendre. Puis elle est rentrée chez elle, s'est lavé les mains 2 fois, a appelé sa sœur Catherine et a simplement dit « Il est parti ». Catherine, de l'autre côté, a fait ce silence de quelqu'un qui n'est pas surpris, mais qui ne sait pas quoi dire.
Puis elle a dit « J'arrive demain matin ». Et elle est venue. Catherine avait 58 ans et avait passé toute sa vie à Montpellier, à environ 4 heures de là, mariée à un homme bon et travailleur, avec 3 enfants élevés et une vie qui n'avait jamais été facile, mais qui avait toujours été honnête. Elle est arrivée avec 2 plats de nourriture, un sac à dos avec des vêtements pour une semaine, et cette expression de quelqu'un qui est venu pour rester tout le temps qu'il faudrait. Les 2 sœurs ont passé 3 jours assises sur la véranda à parler de ce qui s'était passé, de ce qu'Isabelle allait faire, des dettes que Julien avait laissées, de la terre qui nécessitait des soins urgents si elle voulait profiter de la prochaine saison. Catherine était directe. Tu as 2 choix, tu vends ou tu plantes. Il n'y a pas de juste milieu. Isabelle ne voulait pas vendre, mais planter avec ce qu'elle avait semblait impossible. La dette à l'épicerie du village était élevée. Le vieux tracteur avait besoin d'une pièce qu'elle n'avait pas les moyens d'acheter. Et le pire, le voisinage était déjà au courant de l'abandon, et dans une petite communauté comme celle-là, les commérages allaient plus vite que n'importe quelle bonne nouvelle. C'est alors qu'est apparu le problème qu'Isabelle n'avait encore raconté à personne, pas même à Catherine. 3 semaines avant que Julien ne parte, elle avait découvert que son mari avait signé un contrat de fermage avec un groupe qui voulait acheter la production de raisins du domaine pour l'année suivante. Seulement, le contrat contenait une clause qu'elle n'avait lue correctement qu'après son départ. Si le domaine ne livrait pas la quantité convenue de caisses avant la fin de la saison, le groupe avait le droit d'exiger une pénalité équivalent à la moitié de la valeur de la terre. La moitié de la terre. Ce que le père avait planté, entretenu, laissé en héritage pour elle. La moitié pouvait disparaître à cause d'un contrat qu'elle n'avait même pas signé, mais que l'avocat du groupe insistait pour dire qu'il était valide, parce que Julien était copropriétaire à l'époque. Cher auditeur, si vous aimez l'histoire, profitez-en pour laisser un like et surtout vous abonner à la chaîne. Ça aide beaucoup ceux qui commencent. Maintenant, je continue. Catherine est devenue blanche en entendant ça. Elle est restée silencieuse un long moment, regardant l'horizon sec, puis elle s'est tournée vers sa sœur. « Tu as besoin d'un avocat. Un vrai. » Isabelle a dit qu'elle n'avait pas d'argent pour un avocat. Catherine a dit « Je connais quelqu'un. » Ce quelqu'un, c'était Maître Bernard, un homme de 73 ans qui avait pris sa retraite après une vie entière à traiter des questions de terre et de propriété dans les petites communautés rurales. Il était ami avec le mari de Catherine depuis leur jeunesse, et bien qu'il soit loin de la pratique active depuis des années, il avait une mémoire d'éléphant et une connaissance des documents fonciers que peu possédaient. Il habite dans une petite ville à 2 heures du domaine, dans une grande maison pleine de piles de papier et d'un vieux chien qui aboie après tout le monde. Quand Isabelle est arrivée là-bas avec le contrat à la main, Maître Bernard a tout lu 2 fois, a ajusté ses lunettes, a lu une fois de plus et a souri. « Ce contrat a un sérieux problème », a-t-il dit. « Vous voulez savoir lequel ?» Elle le voulait vraiment. « Votre mari a signé seul, mais la propriété est sous le régime de la communauté réduite aux acquêts. Tout contrat de fermage d'un bien rural, au-delà d'une certaine durée, nécessite la signature des 2 époux. Sans votre signature, ce contrat n'a pas de pleine validité légale. Et si vous contestez dans les délais, l'amende tombe. » Isabelle eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds, mais cette fois pour le meilleur. Elle demanda combien de temps elle avait. Maître Bernard regarda les dates. « Vous avez 22 jours. » Ce furent 22 des jours les plus intenses de sa vie. Maître Bernard la guida tout par téléphone, pièce par pièce, expliquant chaque document qu'elle devait rassembler, chaque étude de notaire qu'elle devait visiter, chaque délai à ne pas laisser passer. Isabelle conduisait jusqu'à la ville la plus proche le matin, revenait l'après-midi, travaillait la terre le reste de la journée, dormait peu et se levait tôt. Catherine resta 15 jours de plus pour l'aider, s'occupant de la maison, cuisinant, s'asseyant parfois sur la terrasse le soir pour qu'Isabelle ne s'endorme pas seule, avec un silence trop lourd. Le 19e jour, le contrat fut contesté. Le 21e, le consortium des terroirs recula. L'amende ne serait pas exigée, mais la terre était encore sèche, la dette existait toujours, et le vieux tracteur ne fonctionnait toujours pas correctement. Ici, je dois faire une pause une seconde, parce que c'est à ce point-là que beaucoup d'histoires s'arrêteraient. La jeune femme a gagné la bataille juridique, sauvé son domaine, fin. Mais la vraie vie ne fonctionne pas comme ça. Gagner une bataille à un endroit ne signifie pas que les autres problèmes ont disparu.
Et ce qu'Isabelle affronta durant les 2 années suivantes fut, à bien des égards, plus dur que le jour où son mari était parti. La première saison après l'abandon fut un échec presque complet. La sécheresse n'accorda aucun répit. Les vignes qu'elle avait réussi à sauver produisirent moins d'un quart de ce qu'elle espérait. Elle vendit ce qu'elle avait, paya une partie de la dette de l'épicerie du village, et il ne lui resta guère plus que 0 sur son compte. Pour aggraver les choses, le vieux tracteur eut un problème de moteur qu'elle ne pouvait pas résoudre seule. Elle passa des semaines à essayer de trouver la bonne pièce, allant de casse en casse, de ville en ville, demandant aux vieux mécaniciens qui comprenaient encore les machines de cette génération. Ce fut dans l'une de ces casses qu'elle rencontra Marcel. Marcel avait 61 ans, il était mécanicien à la retraite et passait ses journées à organiser des pièces anciennes qu'il achetait dans des fermes abandonnées. Quand il vit Isabelle arriver avec le numéro de série du moteur noté sur un bout de papier, il dit qu'il allait voir ce qu'il avait. Il trouva la pièce en 40 minutes. Pendant qu'il cherchait, ils se mirent à discuter. Et ce qu'Isabelle découvrit dans cette conversation changea complètement la direction que l'histoire prenait. Marcel avait travaillé pendant 30 ans dans un vignoble qui, après avoir failli faire faillite, était devenu l'un des producteurs de vin artisanal les plus respectés de la région. Pas comme propriétaire, mais comme mécanicien de terrain, il avait vu de près tout ce qui avait fonctionné et tout ce qui avait échoué. Et quand Isabelle raconta ce qu'elle essayait de faire avec la terre qu'elle avait héritée, il resta silencieux un instant, puis dit une chose à laquelle elle ne s'attendait pas. Le problème, ce n'est pas la sécheresse. Le problème, c'est que vous plantez le mauvais raisin pour le sol que vous avez. Elle le regarda, interloquée. « Je peux aller jeter un coup d'œil si vous voulez, » dit-il. « Je ne vous demanderai rien. Je veux juste voir si j'ai raison. » Isabelle pensa que c'était peut-être le discours d'un homme qui avait trop de temps libre. Mais elle emporta la pièce, répara le tracteur, et la semaine suivante, Marcel arriva au domaine avec un vieux carnet et un petit sachet de terre qu'il avait prélevé lors d'une analyse qu'il avait payée de sa poche. Le résultat confirma ce qu'il soupçonnait. Le sol de ce domaine avait une composition parfaite pour un type spécifique de raisin plus résistant à la chaleur sèche, qui produisait un vin charpenté et à forte personnalité. La variété qu'Isabelle essayait de cultiver avait été plantée à l'origine par son père dans des conditions climatiques qui avaient changé au cours des dernières décennies. Elle luttait contre sa propre terre sans le savoir. « Ce n'est pas que la terre est mauvaise, » dit Marcel assis sur la terrasse avec un verre d'eau. « C'est que la terre veut autre chose. Et si vous l'écoutez, je pense qu'il y a un avenir ici. Je ne sais pas pour vous, mais quand je suis arrivé à ce passage de l'histoire, je suis resté un moment sans pouvoir continuer. Il y a quelque chose de très beau et de très lourd à la fois dans le fait de découvrir que vous luttiez contre la mauvaise direction, que le problème n'était pas un manque d'effort, c'était un manque d'information que personne ne vous avait donné. Isabelle n'avait pas d'argent pour une replantation complète, mais Marcel avait mieux que de l'argent. Il connaissait tout le monde. Il présenta Isabelle à un producteur de plants qui vendait en quantité avec un paiement échelonné, à un jeune agronome fraîchement diplômé qui se faisait un nom en proposant des consultations à prix abordable pour les petits producteurs et à une cave coopérative de producteurs locaux qui achetait du raisin à ceux qui avaient de la qualité, sans exiger un gros volume au début. Le processus fut lent, douloureusement lent. La deuxième année, la moitié des nouvelles vignes prirent, l'autre moitié dut être refaite. Isabelle travailla comme elle n'avait jamais travaillé de sa vie, se levant avant le soleil, se couchant quand la lune était déjà haute, apprenant le sol, le pH et les techniques de taille avec l'agronome Bastien, un jeune homme de 26 ans qui arrivait à vélo et qui en savait plus sur le raisin que toutes les personnes qu'elle avait connues. Parfois, il passait des heures entières au milieu des rangées, lui expliquant, elle prenant des notes, tous deux les genoux dans la terre sèche, essayant de comprendre ce dont ce bout de terrain avait besoin pour vivre. La troisième année, la production fut petite mais bonne. Pour la première fois, la cave coopérative demanda plus que ce qu'elle pouvait fournir. Ce fut la première fois depuis le départ de Julien qu'Isabelle dormit sans le poids de la peur sur la poitrine. Catherine appela le jour où elle reçut le paiement de la cave coopérative. Isabelle lui dit le montant et Catherine resta silencieuse pendant environ 3 secondes avant de dire « Papa serait fier ». Isabelle ne répondit rien.
Elle dit seulement qu'elle devait y aller parce qu'elle avait du travail. Elle raccrocha et resta un moment immobile au milieu de la véranda avant de retourner au champ. Chers auditeurs, si vous aimez l'histoire, profitez-en pour laisser un like et surtout pour vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup, nous qui commençons. Maintenant, je continue. La 4e année, les choses commencèrent vraiment à changer. Dès la 2e année, Bastien avait suggéré à Isabelle de ne pas se limiter à la fourniture de raisins. Qu'elle pense à produire le vin elle-même, même à petite échelle. Le montant que vous recevez pour le raisin n'est qu'une fraction de ce que vous recevriez pour le vin, dit-il. Et votre sol a un profil qui peut donner un produit avec une identité propre. Isabelle avait gardé cette idée de côté pendant longtemps. Elle pensait que c'était trop ambitieux pour le moment où elle en était. Mais la 4e année, avec la production en hausse et la dette de l'épicerie du village enfin réglée, elle retourna voir Maître Bernard, cette fois non pas avec un problème, mais avec un projet. Le vieil avocat à la retraite écouta tout avec cette patience de celui qui a 70 ans passés et qui a appris que les meilleures choses demandent du temps. À la fin, il dit « Il vous faut un associé pour l'équipement initial, quelqu'un qui apporte les fonds et qui s'efface ensuite. » Elle ne savait pas qui pourrait être cet associé, mais Maître Bernard, lui, le savait. Il avait un neveu qui avait vendu une entreprise à Bordeaux et qui cherchait où placer son argent. Un homme nommé Philippe, âgé de 55 ans, qui ne connaissait rien au vin, mais qui connaissait très bien la gestion et qui avait appris des erreurs des autres à bien choisir où investir. Maître Bernard l'appela pour une conversation. Isabelle présenta ses chiffres des 3 dernières années et Philippe resta silencieux pendant près de 2 minutes à regarder les feuilles de calcul avant de dire « Je suis partant ». Le partenariat fut établi avec soin. Isabelle garda le contrôle des terres et des décisions sur le produit. Philippe apporta l'équipement pour la petite cave et la structure de vente qu'elle n'avait pas. Bastien se mit à travailler à temps plein au domaine. Marcel continuait à venir de temps en temps. Plus pour prendre un café et donner son avis que pour autre chose, mais ses avis valaient de l'or. La 5e année, les premières cuvées du domaine arrivèrent sur le marché local. L'étiquette portait le nom du domaine, le nom du sol, et une phrase qu'Isabelle avait écrite elle-même, « Fait avec patience, pour qui sait attendre ». La réponse du marché fut lente au début, comme tout ce qui est honnête met un peu de temps à être reconnu, mais elle fut ferme. Une boutique à Montpellier, ville côtière de la région, passa une commande qu'Isabelle réussit à peine à honorer. Un restaurant élégant d'une commune voisine mit le vin à sa carte. Un article sur un site de gastronomie parla du produit sans qu'Isabelle ait demandé à qui que ce soit d'en parler. Les gens le découvraient, l'aimaient et en parlaient autour d'eux. La 6e année, le domaine boucla son bilan avec un chiffre d'affaires qu'Isabelle dut lire 3 fois pour y croire. Philippe téléphona dès qu'il vit les chiffres et dit « Tu sais ce que ça signifie ?» Elle dit qu'elle savait. Catherine reçut la nouvelle et pleura de l'autre côté du téléphone sans aucune honte. Bastien fut si enthousiaste qu'il vint à vélo juste pour fêter ça, même en semaine, arriva tout en sueur et avec une bouteille du vin du domaine qu'il avait acheté au marché comme n'importe quel client ordinaire. Seul Marcel, quand il l'apprit, ne fit rien de différent. Il apparut sur la véranda comme toujours, s'assit sur sa chaise habituelle, but le café qu'Isabelle apporta, regarda l'horizon des vignes et dit « Je savais que cette terre voulait autre chose. Je suis content que tu l'aies écoutée. Et c'est ici que je dois raconter la fin d'une partie de l'histoire qui était restée en suspens. » Julien. Environ 2 ans après son départ, Julien avait tenté de reprendre contact. Non pour revenir, non pour s'excuser vraiment, mais parce que la femme avec laquelle il avait quitté le domaine était restée avec lui un peu plus d'1 an avant de partir à son tour, et il se trouvait dans une mauvaise situation financière après quelques affaires qui n'avaient pas réussi. Il avait envoyé un message demandant si le domaine était toujours au nom des deux et si Isabelle souhaitait négocier sa part. Isabelle porta l'affaire devant Maître Bernard, qui passa 1 mois à vérifier les documents, à repasser l'accord conclu lors de la séparation, et finalement l'informa que Julien avait signé tous les papiers à l'époque, cédant sa part en échange d'une quittance des dettes qu'il avait contractées, dettes qu'Isabelle avait honorées à la sueur des premières années. Il n'y avait rien à négocier. Le domaine était entièrement à elle. Elle répondit au message de Julien par 4 mots, « Parle avec mon avocat ». Et elle ne répondit plus rien.
Ce n'était pas de la colère, c'était juste de la clarté. Le genre de clarté qu'on n'obtient que lorsqu'on arrête de porter le poids de ce que l'autre a fait et qu'on commence à regarder ce qu'on a construit. Au 6e anniversaire du départ de Julien, Isabelle se réveilla avant le soleil comme toujours, enfila sa chemise de travail rouge, se rendit au milieu des vignes et resta là un moment dans le silence de ce matin-là. Les plantes étaient vertes, vivantes, chargées de fruits. La terre craquelée d'avant était travaillée, soignée, elle répondait. Le vieux tracteur était toujours là, appuyé dans un coin du hangar, rouillé comme d'habitude, mais elle ne l'avait jamais fait jeter. Elle-même ne savait pas dire exactement pourquoi. Peut-être parce que cette vieille machine était le témoin du jour le plus difficile de sa vie, et elle voulait pouvoir la regarder de temps en temps et se rappeler qu'elle était restée. Elle était restée alors que tout le monde aurait parié qu'elle ne resterait pas. Elle était restée quand la terre était sèche, le compte était vide, le contrat menaçait d'emporter la moitié de ce qui lui appartenait, et le seul bien qui restait était un tracteur qui démarrait à peine. Elle était restée. Et la terre, en fin de compte, était restée avec elle aussi. Fin de l'histoire. Essa história me fait pensar em quantas vezes a gente olha para uma situação e acha que está vendo o fim, quando na verdade está vendo o começo de algo que ainda não tem forma. Rosana não sabia o que estava construindo naquele dia agachada na poeira. Ela só sabia que não ia sair. E às vezes é isso que basta. Você achou que ela fez certo em ficar? O que você teria feito no lugar dela? Conta pra gente nos comentários, porque eu leio tudo. E se você veio de longe para assistir, fala de onde você está, adoro saber. Muito obrigado pela companhia até aqui, deixa o like, isso ajuda demais, e se inscreve no canal para não perder as próximas histórias.